Aujourd'hui, le pilote. Encore. Ouh. Salut Seb. Ça va? Oui, ça va, très bien, écoute. Très bien. Oh. Bah oui, mais si tu veux, je te fais un pilote d'émission, bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais fais pas ça, pour m'aider, hein, tu sais. Non, vous avez besoin? C'est sûr? Non, parce que j'en ai pas besoin, tu sais, je vais très bien. C'est pas la peine de... Enfin, je veux dire, c'est pas la peine de faire la charité aux émissions. Hein. Non, mais oui, j'ai une idée déjà. De toute façon, je travaillais dessus déjà. Ok, bah je t'apporte le pilote demain. Ok. Yeah! Bonjour les amis, bienvenue dans Show de chaussettes. Vous avez compris l'astuce? Et maintenant, nous allons parler d'un jeu vidéo, et oui, comme tous les jours. Vite, viens, Jus. Et oui, il s'appelle Jus de chaussettes. Alors, c'est quoi le jeu? On ne parle pas la bouche pleine. Et non, le jeu, c'est G.I. Joe, le réveil du cobra. Vous savez, tiré du super film. Et ben, ce jeu, il est génial. La 3D est super bien faite. L'idée du jeu est géniale. Et en plus, regardez, comme c'est dit à l'arrière, c'est bon, ça va? Les personnages sont débloquables. Il y a des personnages débloquables, c'est une super idée, non? Personne ne l'avait fait encore avant eux. Eh bien, dans ce jeu, vous pouvez voir un personnage de très loin, dans une 3D plutôt relative, et il tire sur les ennemis. Et en fait, l'intérêt du jeu, c'est que... il faut gagner. Ah, quel bon jeu! Ah oui, comme le film, hein? Ce sera ta meilleure blague. On se retrouve demain. Et demain, vous savez quoi? On va parler... des pieds. Dans les verres, bien sûr. Bonjour et bienvenue sur 101%, le vendredi c'est n'importe qui, aujourd'hui c'est moi Nonoche. Nous allons regarder aujourd'hui une critique de Kirby sur Nintendo DS qui sera suivie par la rubrique Double Face ainsi que par les sorties animées manga de la semaine, mais tout de suite nous regardons les news. Tu te prends pour un justicier mais c'est pas vrai, t'es un imposteur. Et puis la critique c'est même pas Kirby. Et voilà, le Tokyo Game Show 2009 est terminé. Alors certes, on a vu beaucoup de belles choses. Lost Planet 2, MGS Peace Walker, Tekken 6 ou Final Fantasy 13 étaient là pour nous rappeler qu'il y a encore de gros titres à venir, en partie destinés à l'international. On retiendra aussi le RPG The End of Eternity chez Sega, à la mise en scène des combats très amusantes, et Mina no Tsukili chez Sony, un jeu bourré de minigames censé donner aux joueurs un sentiment d'exaltation et de plénitude. Deux titres qui n'ont rien à voir, mais qui nous rappellent que les développeurs japonais savent toujours se montrer créatifs. Oui, tout cela faisait plaisir à voir, mais difficile en même temps de ne pas remarquer à quel point le salon s'est réduit. Il n'est pas aisé de donner des chiffres, mais à vue de nez, le salon avait au moins perdu 1/5 de sa surface cette année. De plus, aucune annonce vraiment importante n'est venue nous surprendre, tous les gros jeux ayant été présentés à l'eCube. Pas de stand SNK Playmore non plus. EA, pourtant présent chaque année au Japon, n'a pas non plus fait le déplacement. Taito n'était pas non plus sur le salon. Square Enix se chargeait à leur place de présenter leur modeste remake de Darius sur PSP. Marvelous était également parmi les absents, interdisant de fait à Suda Goichi de présenter No More Heroes 2 sur le salon. Si on rajoute les nombreux rachats ou fusions, on sent bien que la crise est là. Tecmo est racheté par Koei, tandis que D3 se retrouve absorbé par Bandai Namco. Les développeurs les moins solides n'ont plus les moyens de s'offrir un stand, et ceux qui sont en mauvaise santé se sont fait racheter. Cette situation a créé une drôle d'ambiance sur le salon, les journalistes et les créateurs de jeux étant tous d'accord pour reconnaître qu'il y avait un vrai problème cette année. Le TGS 2010 aura-t-il lieu? Les petits éditeurs reviendront-ils sur le salon?
Dans un an, nous y retournerons, bien évidemment, en espérant retrouver le foisonnement auquel le Tokyo Game Show nous avait habitués depuis déjà plus de 12 ans. Sorti il y a peu sur Wii aux États-Unis et un peu plus tôt dans l'année au Japon, Muramasa The Demon Blade devrait faire son apparition en France en novembre. Après y avoir joué une petite dizaine d'heures sur la version import, difficile de ne pas avoir envie de partager ses sensations. Développé par Vanillaware, le studio japonais à l'origine du très beau action RPG Odin Sphere sorti en 2007 sur PS2, ce beat'em all matiné de RPG est tout simplement incroyable. Pour commencer, il s'impose sans souci parmi les 10 plus beaux jeux de la Wii. Inspirés par l'esthétique des estampes japonaises, les décors du jeu sont à pleurer de bonheur et affichent une véritable profondeur grâce à l'utilisation de multiples scrollings différentiels. Jouable avec le combo Nunchuk Wiimote, la manette classique ou la manette GameCube, Muramasa se présente comme un beat'em all old school et propose une maniabilité associant une prise en main immédiate à une grande variété de coups et de mouvements spéciaux. Le jeu se double d'un côté RPG avec la possibilité d'explorer à nouveau les niveaux pour ouvrir des passages jusque-là inaccessibles, discuter avec des NPC, débusquer des boss dans leur tanière et acquérir de l'expérience afin de pouvoir forger de nouvelles épées sur un énorme arbre de compétences, rappelant par son gigantisme celui de Final Fantasy XII. Le personnage joué peut transporter 3 épées au maximum qu'il échangera à loisir en cours de combat afin de déclencher des coups spéciaux et éviter qu'elles ne se brisent. Chaque épée possède un pouvoir spécial que l'on peut déclencher auprès d'une usure plus rapide. Le monde proposé par Muramasa est gigantesque et la durée de vie du jeu devrait avoisiner les 30 heures pour une aventure. Parce que le titre Vanillaware en propose 2. Une pour chacun des 2 héros jouables, Kisuke, un jeune homme ayant perdu la mémoire, et Momohime, possédé par un esprit malin. Vivement le mois de novembre pour que tout le monde puisse découvrir et apprécier ce petit bijou. Et pour conclure ces news, un petit moment zen, rendant bien compte de l'atmosphère particulière de Muramasa The Demon Blade. Voilà, c'était pour les news, donc on enchaîne tout de suite avec une critique de Kirby sur Nintendo DS. Et puis d'abord, tout ça, ça nous concerne pas. Et à cause de toi, on peut plus voir les DVD de Goldorak. Et puis c'est pas Kirby la critique, c'est Trine, t'es trop nul. Avec l'avènement du WiiWare, du Xbox Live Arcade et du PSN, les petites perles ludiques regorgeant d'ingéniosité se font moins rares qu'auparavant. Braid, Geometry Wars, Flower ou encore Lost Winds sont autant d'exemples de titres innovants qui ont su redonner des couleurs à leurs plateformes respectives. Autant le dire tout de suite, Trine est de cette trempe-là. Développé par les équipes finlandaises de Frozen Byte, ce jeu a clairement toutes les qualités requises pour séduire un large public. Rappelant par son principe de Lost Vikings, le titre développé par Silicon and Synapse, devenu par la suite Blizzard, Trine dispose d'un gameplay à la fois simple, varié et intelligent. Et si l'on allie à cela une direction artistique des plus soignées, on tient là une exclusivité PSN qui a fière allure. Il était une fois, dans un très lointain pays, un royaume très prospère. C'est par ces mots que débute l'aventure de Trine. Dès le départ, vous savez donc où vous mettez les pieds. Oui, Trine est un conte. L'ambiance est posée dès le départ par la voix grave et apaisante narrant chacun de nos exploits. Un choix intéressant qui nous plonge immédiatement au cœur de cette aventure pleine de poésie et d'enchantement. Pour en revenir au scénario, le royaume était donc prospère, jusqu'à ce que la magie, qui n'apportait jusqu'ici que bonheur et chance, soit utilisée à des fins destructrices. Les morts sortirent ainsi de leur tombe et semèrent la terreur autour d'eux. Mais, car dans les contes il y a toujours un mais, 3 héros se dressèrent contre le mal. Ils se nomment Zoya la furtive, Amadeus le magnifique et Pontius le brave, une voleuse, un magicien et un chevalier. Qu'est-ce qui n'est pas de bon augure ? Liés contre leur volonté par un artefact mystérieux, le Trine, ces 3 personnages vont tout faire pour que le calme revienne enfin dans leur royaume. Disparurent. Si le scénario est bien amené, il n'empêche que le cœur du jeu reste le gameplay. On sent que tous les efforts des développeurs se sont portés dessus. Les cinématiques sont courtes, tout comme les dialogues qui laissent ainsi place rapidement à l'action. En soi, le concept du jeu est simple. Il s'agit d'un jeu de plateforme en 2D dans lequel vous disposez de 3 personnages que vous pouvez diriger alternativement, à tout moment, dans l'ensemble des niveaux.
Chacun possède ses propres caractéristiques. Par son physique imposant, le chevalier peut briser de nombreux objets, mais il est surtout le plus apte à affronter les hordes de squelettes qui vous assaillent. La voleuse est, quant à elle, agile. Elle peut ainsi s'agripper sur n'importe quelle plateforme faite de bois. Mais elle peut aussi se défendre grâce à son arc qui lui servira plus tard à allumer des torches une fois le pouvoir d'enflammer ses flèches obtenu. Enfin, le magicien a le pouvoir de déplacer des objets, mais surtout d'en créer. En dessinant à l'aide du stick un carré, on créera par exemple une caisse. Pour générer une passerelle, il suffira de tracer une ligne entre deux points. Les possibilités ne sont pas illimitées puisqu'elles se limitent à ces deux seuls tracés, plus un dernier que l'on vous laisse le soin de découvrir seul. Vous l'aurez deviné, les phases de plateforme ne seront pas l'unique difficulté handicapant votre progression. De nombreux puzzles vous demanderont ainsi imagination et réflexion afin d'être résolus. Des leviers à pousser, des plateformes qui s'écroulent, des objets à récupérer pour briser des obstacles, d'autres qui servent à être empilés pour franchir un mur, etc. Jamais très compliqué, ces mini-casse-têtes ont toutefois le mérite de varier le gameplay. D'autant plus que chaque problème posé possède plusieurs solutions. De par leurs aptitudes, le mage et la voleuse seront ainsi en mesure de passer outre la grande majorité des pièges. Mais selon que l'on choisisse l'un ou l'autre, l'action à effectuer sera plus ou moins compliquée. La principale difficulté intervient d'ailleurs lorsque ces deux personnages sont malencontreusement morts et que seul le chevalier reste à votre disposition. Mais pas de panique, chaque checkpoint vous permet de récupérer l'ensemble de votre équipe, ce qui facilite d'ailleurs grandement votre progression dans l'aventure. Histoire de compléter un gameplay déjà très riche, Frozenbyte a aussi inclus dans son jeu une sorte d'aspect RPG très peu poussé. On pourra uniquement améliorer certaines compétences de ses personnages et répartir des objets entre eux afin de leur faire gagner des bonus d'XP, de magie, de vie, etc. Submergés par leur ambition de vouloir créer des blockbusters bourrés de cinématiques, d'effets spéciaux en tout genre, de musique symphonique impressionnante, certains développeurs en oublient l'essentiel, le gameplay. Avec Trine, c'est exactement le contraire. Frozenbyte a laissé de côté les artifices pour se concentrer sur un concept et une ambiance. Si de prime abord les mécaniques de jeu ne sont pas des plus originales, la manière dont sont conçus les niveaux ainsi que la variété des situations proposées offre une expérience unique. De même, la direction artistique de Trine est une merveille. Le jeu parvient à nous embarquer dans son univers fabuleux grâce à la conjonction de plusieurs éléments. La voix du conteur tout d'abord, la bande-son ensuite, le design des personnages, le choix des couleurs et enfin les splendides effets lumineux. Si l'on chipote un peu, on pourra regretter que l'on ne rencontre pendant l'ensemble du jeu qu'un seul type d'ennemi, des squelettes. La durée de vie, à peine 6 heures, pourra aussi être pointée du doigt, d'autant que les quelques secrets à découvrir n'offriront pas une grande rejouabilité au titre. Mais en fait, le seul vrai regret de Trine, c'est qu'après avoir été commercialisé sur PC, le jeu ne sorte que sur PSN. Espérons que le peu de visibilité que lui offre la plateforme téléchargeable de Sony ne lui nuise pas trop. Pour 20 €, vous aurez en effet bien mieux qu'une grande majorité de jeux sortis en boîte ces temps-ci. Donc c'était la critique de Kirby et nous allons enchaîner aujourd'hui sur une nouvelle rubrique qui s'appelle Double Face sur les jeux de trading card. Ouais, et en plus, je suis sûr que t'étais de la concurrence, hein. T'es le neveu de Bruno René Huchez, et à cause de toi, les pauvres qui sortent Goldorak en DVD, ils vont aller en tôle, et c'est ta faute. Bonjour Julien. Bonjour docteur. Alors là je vois qu'il n'y a rien sur la table, tu nous as préparé quelque chose quand même aujourd'hui ou c'est... Eh oui, car comme tu le sais, le jeu de rôle c'est surtout dans la tête, ou alors au monde du jeu. Car oui, c'était le monde du jeu il y a quelques semaines et évidemment on ne pouvait pas rater ça. Donc tout de suite on va voir un petit sujet consacré au monde du jeu. Eh bien allons-y. Cette édition 2009 du monde du jeu était marquée par la présence d'invités prestigieux. Pour beaucoup, le premier pas vers le jeu de rôle a été grâce au livre dont vous êtes le héros. Par exemple, pour moi, tout a commencé le jour où j'ai emprunté un exemplaire de Loup solitaire au CDI de mon collège. Le hasard faisant bien les choses, Joe Dever, l'auteur de Loup solitaire, était présent sur le stand du Grimoire, qui édite justement le jeu de rôle adapté de son univers. With Lone Wolf, my original idea was to produce it as a role-playing game in a traditional Dungeons & Dragons sort of sense. But then I realized that nobody had produced a solo role-playing game. And I knew my writing style would be ideal for that project. So I thought, you know, people sell a lot more books than they sell games. It would be a good idea to turn this whole thing into a series of books rather than a role-playing game system.
And that proved to be very successful, and especially here in France. Autres invités de marque, Rob Boyle et Peter Taylor étaient venus fêter les 20 ans de Shadowrun sur le stand de Black Book Edition. On en reparlera plus en détail dans un prochain 101%. Pour le moment, laissons Rob nous présenter son nouveau jeu. It's a game of transhuman conspiracy and horror. The main kind of element to the game that makes it most interesting is the fact that you can digitally emulate your consciousness, upload into a computer, and download into a new body. So your body is essentially gear that you can customize for different missions. There's an element of horror that kind of goes along with the fact that because you can back yourself up in a computer, most people are effectively immortal. Like if you die, you have an implant in the back of your head, or you can resort to a backup on your computer. But there are problems with this, because if you're restored from the implant that's in your head, well, you remember your death when you're brought back, so it's a little bit psychologically traumatic. Or if you were restored from a computer backup, that could have been several months old. You may not have known how you died, you may not even be sure that you died, and you've lost several months of your life that you have no idea what happened. So there's elements like that kind of like a more psychological element of horror to it that are interesting, I think, darker. Le salon était aussi l'occasion de retrouver un bon nombre d'auteurs français, par exemple Arnaud Cuidet, l'auteur de Metal Adventures, ainsi que les éditions John Doe, qui nous ont parlé de leurs futurs projets. J'ai 3-4 jeux en tâche de fond, comme je disais tout à l'heure, qui me trottent dans la tête et que j'aimerais bien faire. Il y a des jeux d'Heroic Fantasy, il y en a plus manga, il y en a un plus science-fiction et puis un autre plus contemporain, plus contemporain. Quand est-ce que je m'y mettrai vraiment et quand est-ce qu'ils sortiront, je sais pas. Enfin, même si là les bouquins de base de Metal Adventures sont sortis, il y a encore la gamme à travailler, j'ai encore pas mal de textes à produire. Je suis pas, mentalement, je suis pas d'attaque pour réfléchir à un autre projet ou me projeter dans un autre univers, quoi. John Doe vient de sortir fin août un jeu de rôle qui s'appelle Warsaw, qui est une uchronie, c'est-à-dire ça se passe dans Varsovie, qui est dans laquelle la guerre est permanente, et donc c'est vraiment un jeu de survie en milieu urbain. Donc c'est notre dernier né qui est donc sorti il y a quelques semaines. Le dynamisme de tous ces créateurs est une preuve de plus que le jeu de rôle est loin d'avoir dit son dernier mot. Moi j'ai quand même l'impression que ça reste un milieu où il y a beaucoup d'effervescence, où il y a beaucoup de créations françaises, où il y a beaucoup de traductions de jeux américains. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une nouveauté dans les magasins. Donc j'ai quand même l'impression que le marché du jeu de rôle est en relative bonne santé. On sait tous que c'est un marché de niche. Je pense pas que ça devienne un jour un loisir de masse, mais j'ai pas non plus l'impression que ce soit en péril ou que ce soit amené à disparaître. Mais sur un salon comme le Monde du Jeu, c'est encore les exposants qui en parlent le mieux. Donc l'essentiel, il est surtout la rencontre avec nos lecteurs. Ça permet vraiment de voir nos lecteurs, d'échanger avec eux. Et puis le dernier point, c'est que ça permet aussi l'échange avec le petit monde du jeu de rôle, nos confrères éditeurs. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu sur le Monde du Jeu avec un jeu auquel j'avais participé. Alors là, en l'occurrence, à 100%. Et c'est super sympa de voir les gens venir. Votre jeu, il est bien, on s'est amusé, c'est trop sympa. Oh, le guide du meneur a sorti, c'est trop bien. Ça fait un bien fou. Donc c'est quand même pas mal de boulot de sortir tout ça. Ça épuise pas mal et c'est un plaisir très plaisant. Voilà, ça fait un pléonasme d'avoir le feedback des joueurs comme ça. Et voilà. Enfin, j'imagine que toi non plus, tu n'as pas raté cet événement. Bah non, je voulais te faire la surprise, mais là tu m'as un peu doublé parce qu'il y avait quand même pas mal de trucs aussi pour le TCG au Monde du Jeu. Et donc on verra ça la semaine prochaine. Eh bien, j'ai hâte de voir ça. Au revoir Julien. Au revoir Doc. Voilà, c'était pour la nouvelle rubrique Double Face, en espérant qu'elle vous ait plu. Et donc, on enchaîne tout de suite sur les sorties animées et manga de la semaine. Et non, toujours pas Goldorak cette semaine. Et ça, c'est ta faute. Et pour ça, je vais t'appeler Nunuche maintenant et pas Nonoche. Et je t'ai bien feinté, hein.
bien au-dessus de tous ses concurrents, avec la voix d'Olivier Martret dans le rôle de Simon, toujours aussi énergique et convaincante. Je sens que la princesse me sera utile encore une fois. Relâche Nia, immédiatement! Bouge pas! Au moindre geste de ta part, je transforme ta chère princesse en boulette de viande. J'ouvre le feu! Attends un instant, Viral. Pourquoi se salir les mains alors qu'on a un otage? Il est préférable de les laisser s'entretuer, non? Misérables humains! Vous allez pointer vos canons sur Gurren Lagann! Cette VF pourrait friser la perfection si ce n'était quelques détails fâcheux. Quelques répliques secondaires oubliées, un ou deux défauts mineurs de mix, mais qui se remarquent même pour les moins exigeants niveau son et parfois quelques approximations d'adaptation. Yoko! Qu'est-ce que c'est que ça? Tu penses que ce joujou sera efficace contre mon Sairun? Ah, je vois, tu préfères tuer la princesse plutôt que de me la laisser comme monnaie d'échange. Yoko! Attends un instant, Yoko! Ne sois pas si pressé! Ne fais pas ça, Yoko! Fermez-la 2 secondes! Il en va de même pour les sous-titres si la qualité... Connu en France surtout pour sa série animée diffusée sur TF1 dans les années 90 avant d'être totalement censuré, le titre Très cher frère, ou Onisamahe en japonais, est de retour en bande dessinée, son format originel. 3 ans après avoir concocté l'œuvre Lady Oscar qui a marqué la mémoire de plusieurs générations, la mangaka Ikeda Ryoko a écrit en 1975 ce récit à fleur de peau où chaque personnage dévoile petit à petit son vrai visage. L'héroïne, Misono Nakano, une jeune collégienne, va entrer dans l'école Seilan, un prestigieux lycée privé pour jeunes filles aux règles très spéciales. Peu de temps avant cela, elle a demandé à un de ses professeurs de cours du soir de devenir son grand frère spirituel, son Oni-sama. Elle lui écrira par la suite toutes ses mésaventures. Elle, qui n'avait connu jusqu'alors que l'amitié, la sincérité et la confiance, va découvrir de nouveaux sentiments, tels que l'amour, la haine et la jalousie. Elle devra également faire face à ses aînés. Si on ajoute à cela un quotidien rempli de secrets et d'amour interdits, il ne faudra pas longtemps avant que la vie de la jeune fille ne vole littéralement en éclats. Mais l'histoire ne s'intéresse pas qu'à Nanako. On fera ainsi la connaissance de Chinomiya Fukiko, dirigeante à la beauté sans pareille de la Fraternité, un club très convoité, de Shinobu Mariko, une amie manipulatrice, de Saint-Just, une fille à l'effigie très masculine et au passé suspect, ainsi que de Orihara Kaoru, une capitaine de l'équipe de basket et qui a mystérieusement disparu pendant 1 an. Très cher frère est un récit dramatique dans la veine du manga Yuri, ce style de shoujo mettant en scène des idylles entre femmes. Au-delà de son aspect romancé, ce titre conte une histoire particulièrement réaliste qui montre bien la perversion des femmes. Plus de 30 ans après que son auteur Ikeda Ryoko l'a écrite, cette histoire émouvante est désormais disponible aux éditions Asuka en album intégral. Celui-ci bénéficie de surcroît d'un très beau packaging. Voilà, c'était les sorties animées manga de la semaine, et comme vous avez pu le constater, il n'y a toujours pas Goldorak, mais qui sait, peut-être que la semaine prochaine sera différente. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à bientôt peut-être. Monsieur Nonoche, nous avons un appel au standard. Oui, qui me parle? Écoute-moi bien, c'est d'enculé. T'as décroché tout de suite ton téléphone, t'as compris? Là, tu es dans la cour des grands, ok? Je veux pas blaguer avec toi. Alors écoute-moi bien. T'as décroché ton téléphone, je vais te rajouter tout à l'heure. T'as compris? Là, tu vas voir ce qui est arrivé. Allez, salut.